Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, épisode 20, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. À mes côtés, Kevin Cabioche, Thierry Châtelier. Bonjour messieurs. Bonjour. Et on va parler foot aujourd'hui avec Patrick Trio, président de la CFC. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. C'est l'objet de l'interview. Jingle. Kevin, vous suivez la CFC depuis plusieurs saisons maintenant. L'actualité est assez chaude puisqu'il y a eu une annonce récente de Patrick Trio en présence du maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond. Oui, c'était le 22 mars. Vous avez annoncé une nouvelle tribune pour le stade Lebon. On va voir les plans de coupe en images. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà le projet dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, bien sûr. Nous avons souhaité initier un projet autour des infrastructures, qui est un élément essentiel pour permettre au club de se développer. Donc nous avons imaginé quelque chose d'un peu différent de ce qui peut se faire habituellement, et on souhaite faire un lieu où on pourrait y vivre 7 jours sur 7 et proposer une expérience aux spectateurs de très grande qualité. Parce que c'est pas seulement une tribune, hein, c'est des salles de réception, des salles médicales, des vestiaires, il y a plein de choses. Oui, il y a 3 niveaux. Le premier niveau sera dédié aux sportifs. Si on veut avoir des ambitions, il faut être homologué, notamment T2 pour monter en national et T1 après dans le futur. Donc tout le projet a été réalisé avec la capacité de passer de minimum T2, qui sera l'homologation du moment, vers une évolution T1 si nos ambitions se concrétisent. Donc tout le sportif sera au ras de jardin, j'allais dire, au ras du stade. Et après, nous avons 2 autres niveaux. Un niveau où il y aura une brasserie de qualité, avec une grande terrasse qui donnera sur le stade, pour proposer là une expérience particulière aux gens qui voudront venir et voir le match et consommer. Mais elle sera ouverte en dehors des matchs, en dehors des jours de match? Oui, l'idée c'est ça. Ouais. L'idée vraiment, c'est qu'on ait un lieu de vie 7 jours sur 7. Et notamment sur le même niveau, nous aurons aussi un grand salon à peu près de 300 mètres carrés, qui sera un salon VIP les jours des matchs, mais qui pourra servir aussi la semaine à nos partenaires, par exemple, pour faire du team building, des formations, qui pourraient bénéficier et de ce lieu d'accueil et de la brasserie en même temps. Voilà. Au rez-de-jardin, pardon, j'ai oublié, il y aura un pôle un peu médical où on souhaite installer un kiné, un ostéo et autres, éventuellement. Il ne serait pas des kinés et ostéos du club, hein. Alors, ça serait plutôt réservé le matin, tourné vers le groupe senior N2, et l'après-midi serait ouvert vers le monde extérieur pour qu'ils aient leur activité autour d'un cabinet, d'une patientèle dédiée. Voilà. Et au 3e niveau, là, on aura une autre expérience, ça sera des loges. On aura à peu près 9 loges, autour de 30 mètres carrés la loge, ce qui permettra, là aussi, avec une terrasse, d'avoir une expérience sympa. Et c'est quoi, du coup, l'objectif de ce projet ? L'objectif de ce projet. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le stade n'a pas été rénové depuis 1966. Hein. Si vous avez vu l'état, Kevin, qui vient régulièrement au stade, on a même des sièges qui sont bannis. On est allé tourner un sujet, justement, Patrick, à ce sujet-là. On peut peut-être voir les images pendant qu'on parle. Voilà. Bon, voilà. Écoutez, ça vaut tous les mots. C'est ça, tous les mots dans les 2 sens du terme, d'ailleurs. L'objectif de ce projet, ce que je vous dis, c'est nous, on est passé, quand je suis arrivé en 2008, parce que ça fait déjà quand même quelques années que je suis là, à un club qui était en grosse difficulté. Voilà, on s'est appliqué sur le premier tiers de ma présence et avec l'équipe à sauver ce club-là. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans la première partie. On l'a structuré dans la deuxième partie, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que c'est un club qui a un budget d'1,7 million, avec à peu près une quarantaine de salariés, alors qu'à l'époque, il y avait un budget de 150 000. Quoi. Voilà, donc bon, ça vous donne un peu le chemin parcouru, même si certains trouvent que ça ne va pas assez vite. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que ce club a été tellement fragilisé dans sa vie que ma hantise, c'est de le sécuriser au maximum. Donc le projet, pour répondre à votre question, il a plusieurs axes. Un axe, c'est la sécurisation de ce club, et qu'il ne dépende pas que de son président ou d'une équipe rapprochée, voilà, qu'il ait une capacité à vivre... s'autofinancer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc nous, on souhaite laisser un héritage. Quand je dis nous, c'est que je ne suis pas tout seul dans l'aventure. Il y a une équipe proche
au club avec moi, où je suis entouré de jeunes qui ont du talent, de l'envie et qui me sollicitent en permanence sur plein de sujets. Et je les remercie parce que grâce à eux, j'évite de m'endormir. Donc on a cette ambition de laisser un héritage et cette autonomie financière au club. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, aujourd'hui, on rentre dans la phase 3 du projet du club, même si ça ne se voit pas, on va rentrer dans une phase de développement. Voilà. Aujourd'hui, on y voit clair. On a appris en marchant. On voit à peu près ce qu'il faut pour réussir en National 2. Voilà. Aujourd'hui, la National 2, c'est un championnat, je pense, clairement le plus difficile pour en sortir. Une place par division. Le raffermissement là, du niveau avec, en 2 ans, une poule qui saute. Donc, on va raffermir le niveau. Ouais. Angoulême se doit d'être au rendez-vous, se doit d'être prêt à affronter ce qui va se passer et se doit d'être ambitieux. Donc on rentre dans cette phase-là avec la capacité pour le club de passer d'un budget moyen de N2 dans les 10 premiers de chaque poule à plutôt dans les top 2, top 3 avec la capacité à travers ce projet d'augmenter le budget de pratiquement 1 million d'euros. Et donc d'être dans les challengers et les prétendants à la montée. C'est-à-dire qu'il faut près de 3 millions d'euros pour viser la montée en national. Ouais. Oui, alors c'est aussi dans la logique de ce qu'on fait, c'est que l'idée c'est de s'approcher de 2,5 millions, 3 millions, qui donne aussi la possibilité, si on arrive à monter, à se maintenir. Parce que combien de clubs aujourd'hui sont montés et ont fait l'ascenseur et ont beaucoup souffert de cette descente. Nous, on ne veut pas être de cela. On veut se positionner et se maintenir en N1, bientôt Ligue 3 professionnelle, et avoir capacité après à aller plus haut. Et le nerf de la guerre pour les gens, quand on regarde un peu l'histoire des clubs qui sont montés et qui sont descendus, la vraie réussite de ceux qui ont pu remonter, c'est ceux qui avaient des infrastructures. Ouais. Donc c'est l'objectif, sécuriser, pérenniser le club au plus haut niveau et proposer aux Charentais une expérience autour du football qu'ils n'ont pas vécu depuis très longtemps, voire 2003 si je m'en souviens bien. Voilà. Vous avez annoncé un calendrier assez ambitieux avec une livraison en 2025. Oui. Donc le financement, on le rappelle, c'est public-privé. Privé-public. Ouais, ça part d'une impulsion. 2 millions je m'arrête dessus. Privé, c'est ça, et 2 Kevin, millions. Ouais, je m'arrête dessus parce que l'impulsion est privée. D'accord ? Il faut savoir qu'il y a un contexte particulier au niveau des collectivités locales. Moi, je discute beaucoup avec elles. Les finances sont quand même pas débordantes. Et donc, il était très compliqué, malgré plusieurs tentatives de ma part, de me faire financer un stade complet. Ça a été très compliqué, voire ça a même été refusé. Donc, à partir de ce moment-là, soit je posais les armes et on arrêtait de se battre, et on était à notre plafond de verre et il n'y avait plus d'ambition possible au niveau du football, soit on amenait une dimension nouvelle, et c'est ce qu'on propose, c'est une innovation aussi, que les entreprises privées, et notamment des partenaires et puis des amis, mettent la main à la pâte pour initier la démarche de ce projet-là. C'est ce qui a été accueilli avec beaucoup de bienveillance par les collectivités locales qui ont apprécié la démarche que des entrepreneurs charentais investissent d'une manière désintéressée, parce que ces 2 millions vont directement au club, c'est pas dans notre poche, il n'y aura pas de retour sur investissement. Donc voilà, donc tout le monde se retrouve autour de ce projet. Il y a encore du chemin à faire pour que dans les collectivités locales, le chemin se fasse autour des élus et adhère à ce projet, parce qu'on souhaite fédérer le maximum d'énergie autour de ça. Voilà, donc c'est ce qui est en train de se faire, mais ça a été plutôt bien accueilli avec, oui, un investissement d'entrepreneurs charentais très impliqués sur le territoire, qui ont une seule envie, c'est que plusieurs envies, mais une des vraies envies que j'ai senties dans les entrepreneurs qui m'accompagnent et ceux qui nous rejoignent d'ailleurs naturellement depuis l'annonce du projet, c'est rendre au département ce que ça nous a amené, nous, dans nos entreprises. Voilà, c'est pour moi, c'est le juste nécessaire à 54 ans de rendre au territoire ce qui m'a permis d'être aujourd'hui. Voilà. C'est assez simple comme démarche. C'est une démarche généreuse. Voilà, si vous pouvez l'entendre, c'est assez rare. On pourrait penser que les chefs d'entreprise ne sont pas généreux, mais moi, je suis entouré de gens généreux. Voilà. Donc on en a parlé, vous avez dit que ce stade doit permettre d'atteindre le niveau national, voire peut-être de viser un jour
la Ligue 2, mais avant ça, il faut effectivement arriver à monter en national. C'est Oui. peut-être ce qui est le plus difficile. Oui. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui concrètement? Il nous manque des infrastructures qu'on va combler et du budget qu'on va combler à travers ce projet d'infrastructure. Je reviens sur ta question, excuse-moi Kevin, je me suis un peu égaré. Malheureusement, c'est un projet qui me tient à cœur, donc il y a de l'émotion hein, et de l'envie de le partager avec tout le monde. Oui, le calendrier est très ambitieux. Hein, parce que l'idée, c'est qu'on aille à peu près 3 fois plus vite que si les collectivités portaient le projet. Donc on a trouvé un système à travers nos discussions et nos réflexions pour que ça soit le club qui porte le projet. Donc on va réduire fortement les temps et d'analyse, de dépôt de permis de construire et de construction, etc. Donc on va gagner beaucoup de temps. Notre objectif à nous, c'est qu'on pourrait atterrir autour de 2025. Début, moyen, on va voir comment ça se passe. Il y a toujours des écarts hein, dans ce qu'on a envie et ce qui se passe, mais globalement pour le centenaire du club, qui est une date L'idéal, importante. ce serait le début de saison 2025-2026, quoi, que vous entaquiez la Maximum. saison. Ouais. Maximum. Moi, j'aimerais bien qu'on se rôde un petit peu sur le dernier trimestre. D'accord. C'est un projet à long terme. Est-ce que ça peut être un frein à l'investissement à court terme sur l'équipe première où ça n'a vraiment rien à voir et c'est de l'argent qui de toute façon n'aurait pas été investi sur l'équipe? Non, mais c'est de l'argent en plus. Si au démarrage, je dirais, on va sur ce projet-là, c'est qu'aujourd'hui, moi, je souhaite qu'on structure le club. Et pour répondre à la question, je vais répondre autrement. Le club ne s'arrête pas qu'à l'équipe première. Aujourd'hui, on a investi beaucoup depuis 2 dernières années sur la formation et on va continuer à investir sur la formation. Aujourd'hui, on a des éducateurs avec des brevets qualifiés, si vous voulez. On est en train de structurer parce que la formation, si on loupe cette étape-là, on ne va pas y arriver non plus à se maintenir à haut niveau longtemps. Donc, c'est un projet global hein, dans tout ça. Ça va donner des moyens à l'ensemble du club, à toutes les dimensions du club. Alors, bien sûr, la locomotive est importante parce qu'elle va drainer le monde économique, transformer les rêves de tous les passionnés de football charentais en réalité, oui, mais c'est pas que ça. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la formation. On souffre trop aujourd'hui on pourrait souffrir si on ne fait pas gaffe à se concentrer tous nos moyens sur l'équipe première. Et moi, c'est pas du tout la politique du club. Donc on avance en dosant. Voilà, et c'est le frein, c'est-à-dire qu'en ouvrant ce projet-là et en le mettant en route, on aura des moyens complémentaires, supplémentaires pour développer l'ensemble des structures du club et le rendre de plus en plus, n'oubliez pas mon objectif du départ, le sécuriser et le pérenniser. C'est sur toutes les dimensions du club. Hein. Alors avant de parler d'avenir, on va un petit peu remonter dans le temps. Oui. Le 18 janvier 2020, la CFC a affronté Strasbourg, qui était une Ligue 1 en 16e de finale de la Coupe de France. C'est des Écoutez moments bien, comme ça qui sont... écoutez ce petit son-là. Voilà. Alors, je ne me le repasse pas en boucle. C'est pas la sonnerie de téléphone. Mais ça me ferait du bien parce que c'est... Enfin, moi, si vous voulez, quand je cumule ces souvenirs-là, moi, je suis un ancien Angoulême, je joue au foot Angoulême. J'ai pas beaucoup de souvenirs de choses qui... Enfin, il y a des choses qui me touchent profondément dans ce que je suis. J'ai un souvenir de 98. Je me retrouve sur les Halles quand on gagne la Coupe du Monde de football. Et là, je vois une communion extraordinaire comme moi j'aime. Voilà, je suis un sentimental, hein, je ne sais pas, un émotionné, je ne sais pas comment on dit, mais donc moi j'ai besoin de vivre ça, ça rentre en moi et ça me fait vibrer. Et ce jour-là, j'ai vécu une journée fantastique parce que je me suis dit, ouais, le monde peut vivre aussi ensemble, tous ensemble, peu importe les races, les couleurs, les religions, et on peut vivre vraiment des choses très belles. Et quand j'ai repiqué à la CFC avec les herbiers, parce que vous oubliez l'égalisation de la 92e des herbiers qui... Ouais, je suis désolé, mais il y a comme des émotions au foot aussi. Cette émotion-là avec le but de Clément de Ronjon qui nous fait rêver qu'on va pouvoir retourner les herbiers, qui finit d'ailleurs en finale de cette année-là, et Strasbourg qui est le premier but, c'est un truc de malade, voilà, les poils, etc. Donc oui, c'est pour vivre ça. Le sport, c'est ça. Pour moi, c'est pas autre chose, c'est des émotions partagées entre les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les femmes, et tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui me fait vivre, qui me fait vibrer, qui me donne envie d'aller plus loin. Et le projet
de stade, c'est aussi pour atteindre ces objectifs-là. On veut, vous le voyez dans notre communication, vous avez fait un article hier sur notre communication au club, envahissons le bon, ça résume tout. C'est que moi j'ai envie que le stade soit plein, que les gens prennent du plaisir à venir, vivent une belle expérience, soient bien reçus, aient une expérience de qualité, aussi bien dans la relation que dans ce qu'on va leur proposer. Donc voilà, c'est tout ça qui me fait être aujourd'hui, depuis 15 ans à la tête de ce club. Et je peux vous dire que quand on est président de club de foot ou d'ailleurs, notre vie, c'est 95% d'emmerde et 5% de plaisir. Voilà. Ça, c'est dans les 5%. Ça, c'est sûr. Donc, on va aller le chercher et c'est pour ça qu'on y va. Voilà. Ok, là, les derniers espoirs de montée se sont un peu envolés cette saison, même si l'équipe fait une belle saison avec la défaite à Bergerac 2-0 le week-end dernier. On a été nuls. Le prochain match, on a des images. On a été nuls, ne les montrez pas. J'aime pas ces images-là. Le prochain match, le 15 avril, là, il y a un petit week-end de repos, il y aura le déplacement à Nantais. Quel est désormais l'objectif là? Déjà, il faut assurer le maintien parce qu'il y a beaucoup de descentes, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Merci Guirou. Oui, non, on est très déçus de ce match, hein, très clairement. On n'a pas été au rendez-vous. Après, honnêtement, on a une équipe qui risque de monter cette année en face. Hein. C'est extrêmement solide. C'est un bel exemple au niveau de la composition du groupe. On a beaucoup observé Bergerac. L'objectif, c'est de se maintenir, voilà, et de finir le plus près possible du podium. Voilà, je pense qu'on a vécu une saison un peu particulière. On a eu un début de saison très compliqué au niveau du recrutement, parce qu'on a perdu 2 ou 3 joueurs qui n'étaient pas prévus. Kouyaté qui est parti alors qu'il devait rester, Diaye qui devait rester, qui le jour de la reprise vient pas. Enfin, on a été très perturbés au départ, et on a pris du retard dans la préparation, trouver les bonnes personnes, etc. Ce qui n'était pas prévu. Donc on va, vous savez, ce que je disais, on apprend en marchant. On est en train de préparer la saison prochaine dès aujourd'hui, même depuis un petit moment. On va essayer d'être encore plus fort. On va finir le mieux possible. Voilà, bien sûr, il ne faut pas descendre, sinon ça va être un gros caillou dans la chaussure. Mais bon, je pense qu'avec le groupe qu'on a aujourd'hui, on est capable, vu ce qu'on a fait. On sortit une série d'investibilité qui est assez importante. Donc je pense que voilà, maintenant c'est un championnat que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué. Vous tombez sur des équipes tout le monde accroche tout le monde. Vous le voyez les résultats. Donc Gaulle qui se fait taper, après ils en mettent 5. Les Herbiers. Donc oui, terminer le mieux possible et préparer le mieux possible la saison prochaine. Avec David Giguel qui reste un an de contrat. Oui, tout à fait. Ça aurait été une surprise. Comment ? Ça aurait été une surprise que vous annonciez son départ, mais non, mais nous on est, je sais pas, il y a aucun problème avec David. Au contraire, on trouve que c'est quelqu'un qui travaille très bien, voilà, et on espère que l'aventure même pourra éventuellement se prolonger, voilà. Donc nous on est très à l'aise, on travaille. Vous savez, on est une équipe quand même qui est assez réduite, donc on a des modes de fonctionnement qui sont très clairs entre nous. Voilà, on recrute un joueur si on est d'accord à 3. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, ça pourrait être la majorité qui l'emporte, mais on essaie toujours d'être d'accord à 3. Donc on a une gouvernance qui est posée au niveau sportif, voilà, avec David et Pierre-Emmanuel et moi-même. Voilà. Tout va bien de ce côté-là. Okay. Et ce sera avec quel objectif la saison prochaine ? D'être encore plus ambitieux, peut-être de pouvoir s'inviter à la montée, ou c'est peut-être trop tôt ? Moi, je pense qu'on va apprendre et on va essayer de construire une équipe compétitive. Moi, il me semble qu'il serait de mon temps de caler plutôt des ambitions avec plus de sécurité et de certitude plutôt l'année d'après, si je pouvais caler. Voilà, 2025, les infrastructures. Les infrastructures sont extrêmement importantes. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas être compétitif si on n'a pas et des infrastructures et des budgets conséquents. Voilà, point. C'est assez simple à comprendre. Bon, Patrick, j'espère que vous êtes bien réveillé parce que c'est l'heure de questions pour un Charentais, incontournable rubrique de l'interview. Je peux dire un truc sur le foot ? Parce que je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Ouais. Je pense à 2 clubs aujourd'hui, les filles de Soyaux. Les filles de Soyaux qui sont en difficulté sportivement, et j'espère que ça ira pas plus loin. Et je voulais juste soutenir, et j'espère qu'elles vont s'accrocher et y arriver. Ça va être compliqué, voilà. Et je voudrais juste soutenir aussi Cognac. J'ai vu les articles et je me suis connecté avec eux. Je voulais juste inviter les Charentais de leur ensemble à soutenir ce club-là. Il peut pas disparaître. La Charente en a besoin et nous on en a besoin aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre seul au milieu de tout ça avec des ambitions, donc je pense qu'il est important que Cognac sorte
conserve sa place en R1. Voilà, qui vivent. Voilà, il y a des jeunes là-bas, il y a une belle formation. Et voilà, moi, je suis sensibilisé à ça parce que je trouve qu'on n'est pas assez proche non plus entre les clubs. Et voilà, et si je peux donner un coup de main, je le ferai. Voilà, je le dis, que ça soit posé. Le message est passé. Ok. Concentré? Non. Alors, jingle. On n'a pas pris les buzzers. Patrick est tout seul, ça n'a pas grande importance. Ouais. Question pour un Charentais. Patrick, 4 questions, un questionnaire spécial trio. 4 trios, ça va pas ensemble. Non, c'était 3, mais c'est pas grave. On va voir. Allez. Attention, question numéro 1. Facile. Je suis né en 1959, je suis viticulteur de profession, propriétaire de 2 châteaux dans le Bordelais. J'ai succédé à Alain Flelou à la tête des Girondins de Bordeaux en 1996. Oui. Jean-Louis Trio. Ouais, Jean-Louis Trio. J'ai remporté 2 titres de champion de France avec Bordeaux. Pardon, je vais trop vite. Non, c'est bon. En 99 et 2009, au contraire. Oui. Jean-Louis Trio, 1 point. Parfait. Attention, plus compliqué, mais bon, la génération doit faire que ça doit marcher. Je suis un groupe de musique lyonnais qui a fait un carton dans les années 80. Mon chanteur Hubert Mounier portait une houppette qui l'a rendu célèbre. Mes titres les plus connus sont Chic Planète, Tout mais pas ça, Je suis L'affaire Louis Trio. champion. Ouais. Je crois 2 qu'on a points. soufflé dans le public, mais bon. Non, mais c'est bon, après j'ai... Elle a chanté. Non, il n'y a pas de... Non. Question 3, toujours musique. Je suis un groupe créé en 1995, dont les premiers titres sont à forte influence reggae. Je me fais surtout connaître en écumant les festivals, les vieilles charrues, les francopholies. Ma chanson, l'hymne de nos campagnes, me révèle au grand public. Je suis le groupe... Putain, je l'ai. En plus, c'est une chanson que j'ai chantée avec des copains. Mince. La génération d'après, ça. C'est plus dur. Petit indice. en fin de compte, c'est la réponse la plus Trio. facile. Pardon, Tout trio. simplement. Cherchez le trio, Ouais, ouais. Greg. Ah oui. Et on tente le 4 à la suite. Aïe. Pas la plus facile. Donc ça veut dire que vous allez participer, si je gagne, il y a une cagnotte qui va directement pour le stade, c'est ça? On va en parler avec Armel Lenier à la rédaction en chef. Très bien, je compte sur vous. Après, on dit pas le bon J'ai la temps. pression tout d'un coup. Je suis un rugbyman né en 1944 qui a évolué de 64 à 74 à Bègle. Mon nom a longtemps été associé à celui de Joe Mazot au centre de l'équipe de France, avec qui je compte 28 sélections. J'ai ensuite été adjoint de Daniel Dubroca aux commandes du 15 de France. En 90 et 91, je suis... Scrella? Non? C'est un trio. Jean Trio, non? Jean Trio, ah non, je suis désolé. Ah ouais, non. Ah, la cagnotte. Je suis le rugby. Écoutez, c'est pas grave. Désolé On va pour la s'en sortir. cagnotte. Non, mais je connaissais pas, pardon. C'est vrai. Désolé. Bon, Non, c'est pas grave. je connaissais pas. Je suis le rugby, hein, mais bon, voilà, moins C'est- en c'est- profondeur. C'est une autre Voilà. génération. Hein. Ok. Voilà. Ouais, Bon, 3 enfin, sur 4, c'est bien quand même. Hein. Oui, merci. Félicitations. Safa, merci. Allez, on enchaîne avec l'événement. L'événement cette semaine, Kevin, ce sont les demi-finales de la Coupe de la Charente. Oui, demi-finale de la Coupe Charente avec 2 matchs opposant des équipes de D1, des équipes de D2. Brie, 5e de D1, reçoit Verdi, 7e de la poule A de D2, samedi à 20h. Et dimanche à 15h, Linard, leader de la poule B de D2, reçoit Basso, le 3e de D1. On va s'intéresser à la rencontre entre Brie et Verdi. Brie qui part favori, c'est une équipe de D1, ils jouent à domicile, ils ont aussi l'expérience puisqu'ils ont remporté la Coupe Charente en 2019 au tir au but face à la réserve de Charente-Limousine. Le club s'était aussi incliné en 2007 et en 2008 et Damien Deusier, le capitaine de Brie, était déjà de toutes ses aventures. Il a bientôt 38 ans, donc il a tout connu et il nous explique l'importance de la Coupe Charente pour son club. On l'écoute. On va pas se cacher que depuis qu'on a passé les quarts de finale, ça fait un mois. Le dernier mois, tu sais qu'à chaque fois que tu rentres sur le terrain ou que tu vas à l'entraînement, tu as l'idée de la demi-finale en tête, c'est sûr. Donc, l'excitation, là qu'on a fini le dernier match de championnat samedi, là, cette semaine, c'est sûr qu'on est plongé à fond dedans et on pense qu'à ça, c'est sûr. Brie a toujours eu une histoire particulière avec la coupe. Et la cerise, c'est souvent ce qu'on dit, la coupe, c'est la cerise, mais c'est vrai qu'on est adepte de cette coupe, on l'adore, on la veut. On essaie toujours de faire le maximum pour aller le plus loin. Et puis, comme tu l'as dit, le championnat pour nous, c'est milieu de classement, c'est le ventre mou. Il faut quand même surveiller derrière ce qui va se passer, les descentes de ligue, mais on a quand même une grosse pensée pour cette coupe, c'est sûr.
Oui, Brie qui avait réalisé le doublé Coupe Championnat avec la remontée en D1. Donc on a demandé à Damien Desier de comparer cette équipe de 2019 avec celle de cette saison. On l'écoute à nouveau. Tout nous réussissait. On était sur un nuage, l'équipe était très très belle à tous les niveaux. On était dans un super cycle. Cette année, on a connu un peu plus de hauts et de bas, des blessures, des absences, des départs. L'année, elle est un peu plus compliquée, même si je trouve que le noyau est sain, le club est sain, l'équipe vit bien, le coach amène une bonne ambiance. Et c'est vachement important. Mais pour moi, on est un petit peu moins fort qu'en 2019. Mais on a d'autres armes. On a, comme tu disais avant, on a peut-être l'expérience. Et puis, on a peut-être ce 12e homme qui va nous pousser pour nous y amener là-bas. Merci Kevin, demi-finale des Coupes Charentes, donc ce week-end. On enchaîne avec l'équipe du week-end, on reste dans le football, le jingle. Thierry, les stars du week-end passé sur les pelouses charentaises. Elles s'affichent à l'écran. Honneur au gardien Benoît Bonneau, notamment Chasseneuil, qui est vainqueur de Verdi, est toujours en course pour la montée en D1. À Bel Air, Mustapha Sako, lui, s'est distingué en inscrivant un triplé en 20 minutes. C'est presque aussi bien que Karim Benzema. C'était contre la Roche-Rivière B. Et il a la particularité d'être le frère de Yadali, l'entraîneur, et de Sanoussi, le défenseur. Enfin, dans le match sommet de D1 entre Basso et Saint-Michel, c'est Alexandre Lapaillère qui s'est illustré en donnant la victoire à Saint-Michel dans le temps additionnel 2-3. Et il a même marqué un doublé. Au classement général, un petit changement puisque Mohamed Kanté de Saint-Brice rejoint Guillaume Licoine de Montbron. Ils sont en tête, ils ont tous deux 8 étoiles. Merci Thierry. C'est l'heure de l'instant e-match incontournable avec sa palette. Jingle. Alors cette semaine c'est l'opulence, on ne recule devant rien, pas une mais 2 vidéos au programme. La première pour la beauté du geste, la seconde pour la palette de Kevin. Alors la première c'est un superbe coup franc direct des U17 du groupement Linard Nersac Fléac contre Libourne. On regarde. On va le revoir une deuxième fois pendant que Kevin me rejoint. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce Non, but. juste dire que ça a été filmé par Mathieu Sauvager, qui est donc le vainqueur de l'instant rematch et qui gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Par contre, place à la palette, cette semaine, elle va se promener du côté de Chabanais, Kevin, avec son célèbre stade de la Taupinière, qu'on va revoir. C'est un quoi? C'est un russe? Un russe. Oui. Alors on va le revoir en ralenti, ce coup franc, magnifique. Le numéro 5, on ne sait pas trop s'il veut tirer ou centrer. Et là, top, on peut arrêter. Là, on pense que le gardien a fait le pas qu'il fallait, il est dessus, il n'y a pas de souci. Malheureusement, il y a un petit rebond, tu peux relancer. Il n'a vraiment pas de chance. On va pas lui dire que c'est de sa faute. Hein. Et on peut voir quand même que le numéro 5 lève la main en signe « Désolé, j'ai pas fait exprès ». Un peu comme un tennisman quand il touche la bande du filet. Donc c'est fair play de la part de Chabanais, qui est toujours en course en Coupe du District et qui fait une très belle saison sur un magnifique terrain. Merci Kevin. Allez, on conclut avec l'agenda du week-end. Le temps que je m'installe, petit week-end de compétition, week-end pascal, beaucoup de championnats au repos, mais le SA15 en Pro D2 qui poursuit vendredi soir 19h30 à Vannes, toujours dans la quête du maintien. Le SA15 qui a enregistré cette semaine l'arrivée comme joker de l'ouvreur néo-zélandais Ben Botica, meilleur joueur du top 14 en 2018. Alors on l'a rencontré, Ben Botica, cette semaine à Chanzy. On lui a demandé s'il connaissait bien sa nouvelle équipe où évolue son frère Jacob depuis le début de la saison. On l'écoute. Je regarde tout le match, notamment comme Jacob il joue. Ouais. Donc oui, je connais l'équipe un peu et ouais, maintenant je suis ici pour jouer aussi et pour aider l'équipe. Ouais.
C'est un peu plus facile parce que je regarde comme ils ont attaqué et il fait comment. Ben Botica, donc, qui devrait faire ses débuts dès vendredi à Vannes, même si on saura jeudi soir la composition exacte de l'équipe. Je précise pour les jeunes filles qu'il est venu en Charente avec sa copine et son petit-fils. Donc, voilà. Parce qu'il y a déjà eu quelques réactions énamourées depuis la publication de la vidéo. Donc, son cœur est pris. Donc, cette émission est terminée. Merci Kevin, merci Thierry, merci Patrick d'avoir fait le déplacement. Bonne chance pour la fin de saison, bonne chance surtout pour les saisons qui viennent. Et puis, cet objectif de 2025 pour inaugurer le nouveau Le Bon. Avec grand plaisir. Pour le centenaire, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. C'est l'objectif. Merci Super. à vous. Merci à tous, merci à Virginie, merci à Pierre et Julien en régie. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.